bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais évoquer l'affaire du petit Émile. Avant ça je voulais faire un petit aparté sur malheureusement le décès de Lina, hein, qu'on a appris la semaine dernière. Bon, moi personnellement ça m'a pas, j'ai pas été étonnée. C'est évidemment très tragique pour avant tout ses parents, ses proches, sa famille, ses amis. Euh, voilà. Euh, a priori, Samuel Gonin serait le principal suspect, hein, puisque le corps de la jeune fille a été découvert à proximité de Nevers, dans la Nièvre. Dans un petit village qui s'appelle, je crois, Sermonne-sur-Loire, dans un petit ruisseau. Et il faut savoir que le véhicule de Samuel avait été géolocalisé le 24 septembre, donc dès le lendemain de la disparition de Lina, ce qui ne laisse guère de place au doute, en tout cas sur le fait que ce soit bien lui qui ait agi. Maintenant, reste à savoir, à éclaircir les circonstances, hein, de ce décès. On ne sait toujours pas pourquoi il s'est retrouvé à Plaine ce 23 septembre 2023 et pourquoi dès le lendemain il était à proximité de Nevers, donc à plus de, je crois, 437 km de Plaine. Il avait été d'ailleurs, la Ford avait été géolocalisée à Corancy, donc c'est une petite ville pas très loin non plus de Nevers, donc c'était sur la route, hein, en fait, qu'il a dû emprunter entre le moment où il quitte Plaine et où il rejoint la Nièvre, hein, donc à proximité du parc naturel du Morvan, je crois. C'est une région pareil, très rurale, hein, très agricole, hein. Quand on regarde la topographie des lieux, on voit qu'il y a beaucoup de petits hameaux et beaucoup de champs agricoles avec des zones boisées et des petits ruisseaux qui ont peut-être dû sortir de leur lit suite aux intempéries, hein, qu'il y a eu ces dernières semaines, et qui aurait pu faire gonfler, je crois, la Loire, qui passe pas enfin le fleuve, et ensuite ça aurait pu faire déborder des rivières. Donc, est-ce que le corps a était déjà là dès le départ, depuis plus d'un an, et ou est-ce qu'il a dérivé avec le courant? Bon, ça on ne sait pas, hein. Donc on verra bien si l'enquête permet de déterminer déjà les circonstances du décès de Lina. Et voilà, et savoir s'il agit seul, s'il était impliqué, s'il a des complices. Bon, moi personnellement j'en doute, hein, mais bon, voilà. Pour l'instant c'est actuellement en cours. Donc en fait je voulais surtout évoquer aujourd'hui l'affaire du petit Émile. Donc c'est vrai que là depuis plusieurs semaines on n'en entend plus beaucoup parler. Les dernières informations qu'on avait apprises, c'est que de l'ADN avait été découvert après l'analyse des vêtements et des ossements du petit Émile. Là, je vois un article, hein, qui explique un peu que ces ossements et ces vêtements avaient été prélevés aux fins d'analyse ADN. Et donc, ils ont retrouvé un ADN étranger à l'ADN de la famille d'Émile. Donc, voilà. Après, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. Ils disent pas grand-chose. Donc, pour rappel, c'est une randonneuse, hein, qui avait découvert le crâne, enfin, une partie du crâne de l'enfant le 30 mars 2024, soit la veille du jour de Pâques, on rappelle quand même, et 2 jours après la mise en situation, hein, qui était une espèce de reconstitution des faits qui avait eu lieu dans le hameau du Haut-Vernay, seulement 2 jours avant cette découverte macabre.
Donc le crâne, une partie du crâne, parce que je crois qu'il manquait, alors c'est un peu scabreux, mais il manquait la mâchoire inférieure, et le crâne était apparemment en plein milieu du sentier emprunté par cette randonneuse. Donc il faut savoir que le procureur de la République d'Aix-en-Provence ne souhaite ni confirmer ni infirmer la découverte de cette trace ADN. Voilà, parce qu'il rappelle le secret de l'instruction. Donc, il faut savoir que cet ADN va être rentré dans le FNAEG, donc, qui est le fichier national des empreintes génétiques, pour voir s'il match avec un ADN qui est déjà répertorié dans ce fichier, auquel cas on pourrait retrouver la trace de la personne. Mais si cet ADN est inconnu du FNAEG, cela ne va pas faire beaucoup évoluer l'enquête. On rappelle aussi en fait que cet ADN peut avoir été apporté sur le vêtement de façon fortuite, c'est-à-dire que quand l'équipe scientifique a procédé à la levée des vêtements et des ossements, il a pu y avoir une erreur de manipulation, ce qui fait que cet ADN pourrait appartenir à ceux qui ont manipulé les vêtements et les ossements. Ça peut être aussi un ADN de contact, par exemple un des membres de la famille d'Émile qui, je ne sais pas moi, a touché une personne étrangère et qui ensuite a touché l'enfant, a pu transmettre l'ADN par contact. Donc finalement, ça ne prouve pas grand-chose. Concernant les vêtements, je ne sais pas trop dans quel état ils étaient. Je crois que les infos, elles sont pas vraiment... Il n'y a pas d'informations très claires, très précises. Est-ce que les vêtements étaient en parfait état de conservation? Il ne semble pas. Hein. Est-ce que les vêtements étaient abîmés? Ce qui aurait dû être le cas si le corps a séjourné plusieurs mois à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont à l'état de lambeaux ou pas? Donc là, on n'a pas d'infos là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que concernant le squelette, seulement une partie des ossements ont été retrouvés, mais ça, c'est pas forcément étonnant si le corps a séjourné à l'extérieur, donc à la merci des intempéries, du vent, de la pluie et des animaux, des animaux carnivores. Hein. Donc c'est vrai que les ossements d'un petit enfant de 2 ans et demi, ça peut vite disparaître. Donc, pour rappel, hein, une partie du squelette ainsi que les vêtements ont été retrouvés à 1,5 km du hameau du Haut-Vernay en contrebas sur un chemin forestier qui est quand même particulièrement escarpé. Et donc, effectivement, beaucoup de personnes se sont demandé à titre légitime comment un si petit enfant aurait pu parcourir une telle distance. Alors, c'est pas tant la distance, mais plutôt le fait que l'endroit est particulièrement... y a du relief, c'est accidenté, on n'est pas sur une route plate, en fait. Donc, comment expliquer que l'enfant ait pu crapahuter comme ça dans des chemins forestiers? C'est vrai que c'est pas logique. Alors certains vont dire oui, mais le corps, hein, c'est l'hypothèse qui avait été avancée, c'est que l'enfant aurait pu se perdre à seulement pas très loin, 300 ou 400 mètres de la maison des grands-parents, et qui serait ensuite décédé de causes naturelles telles que, évidemment, hypothermie, déshydratation. Mais dans ce cas-là, comment expliquer que l'enfant n'ait pas été retrouvé rapidement, puisque on rappelle que de multiples fouilles avaient été menées, que ce soit dans le hameau ou aux alentours, et même à l'endroit où les vêtements et les ossements ont été retrouvés. Donc ils avaient bouclé un périmètre vraiment large. Il y avait eu évidemment la gendarmerie, il y avait eu les pompiers, je crois, il y avait eu tout un tas de battues citoyennes, il y avait eu des survols en hélicoptère, etc., avec des chiens pisteurs, hein, qui, rappelons-le, avaient perdu la trace olfactive de l'enfant au lavoir, qui est dans le centre du hameau. Donc tout ça est assez incohérent, de sorte que, pour l'instant, l'enquête
n'a pas dévoilé, n'arrive pas à éclaircir les circonstances du décès de cet enfant. Est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle avec un enfant qui s'est égaré accidentellement, mais auquel cas on ne comprend pas pourquoi on n'a pas retrouvé le corps plus tôt, ou est-ce que c'est accidentel par le biais d'un homicide involontaire, l'enfant aurait été peut-être, je ne sais pas, percuté comme ça avait été évoqué par un tracteur, et ensuite le corps aurait été caché, puis il serait réapparu bizarrement au bout de 9 mois où quelqu'un aurait mis en évidence ce crâne sur le chemin. Enfin, on peut tout imaginer, ou un homicide involontaire, l'enfant décède involontairement suite, je sais pas moi, à l'action d'un tiers qui ne s'est pas manifesté. Donc c'est vrai qu'il règne une espèce d'omerta là sur les résultats des analyses ADN. C'est pareil, les médias avaient expliqué qu'il devait être analysé aussi le biotope au niveau des ossements pour savoir si justement il y avait des végétaux, enfin des éléments végétaux qui ne correspondaient pas au lieu de découverte du corps, de façon à savoir si l'enfant aurait pu être déplacé. Bon là, on n'a pas du tout d'informations là-dessus. On sait qu'ils ont posé des caméras à l'endroit du lieu de découverte des vêtements et du corps pour tenter de voir si des animaux auraient pu déplacer des ossements, etc. Bon. On sait également, je crois que les vêtements, ils avaient retrouvé un short, un t-shirt, les chaussures de l'enfant, mais mystérieusement, les lacets avaient disparu. Encore un élément étrange de plus. Donc voilà, beaucoup de questions sans réponse. Et pour rappel, donc l'enfant disparaît le 8 juillet 2023. Donc c'est un samedi, on est pendant les vacances scolaires, il fait particulièrement beau et chaud. Donc il y a quand même pas mal de monde qui circule dans ce hameau. Et également des gens de passage qui font de la randonnée, qui visitent les environs, etc. On rappelle que 2 voisins l'ont aperçu, alors je crois que c'est aux alentours entre 16h30 et 17h, je ne sais plus trop, 16h45. L'un le voit se diriger vers le lavoir et l'autre le voit se diriger vers le haut du hameau, ce qui n'est pas forcément contradictoire. Nous, on n'a pas les informations, mais ça, les gendarmes l'ont. L'enfant a très bien pu, dans un premier temps, descendre au lavoir comme il avait l'habitude de le faire, puis ensuite revenir sur ses pas et remonter soit pour retourner chez ses grands-parents, ou alors aller à l'arrière du hameau, donc vraiment vers le sommet, là où il y avait cette fameuse cabane qui intéressait particulièrement Émile et qui voulait retourner à la cabane pour jouer. Donc tout ça est assez étrange. J'avais aussi j'avais entendu un fragment d'émission, je crois que c'est passé sur Arte ou sur France 5 dans l'émission C'est à vous, je crois. Alors je suis pas sûre, c'est à vous, je crois que c'est le général Daous qui s'exprime. Ou c'est l'hebdo, c'est à vous, c'est l'hebdo, je ne sais plus, l'une des deux, où ils avaient reparlé de ce fameux jour de disparition d'Émile, et où j'avais eu la surprise d'apprendre que finalement, apparemment, le hameau n'avait pas été fouillé tout de suite après la disparition d'Émile, mais ils avaient attendu 36 heures, donc un jour et demi, pour procéder à la fouille des maisons ou du village. J'avais trouvé ça bizarre qu'ils n'aient pas tout de suite fouillé. Et un autre élément m'avait interpellé, c'est qu'ils n'avaient pas récupéré l'ADN de tous les habitants du hameau, pas plus qu'ils n'avaient récupéré l'ADN des gens qui avaient été de passage ce jour-là. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc effectivement, ils ont récupéré l'ADN de la famille, normal,
mais il y a plein d'ADN qui n'a pas été prélevé. Alors peut-être que là, vu qu'ils ont trouvé un ADN étranger à celui de la famille, ils vont procéder à certains prélèvements, notamment des habitants du hameau, mais j'ai trouvé ça un peu étrange qu'il ne l'ait pas fait dès le début, en fait. Voilà, et ils sont aussi revenus sur le scénario, enfin la chronologie de ce fameux jour où Émile disparaît, et là, c'est un peu étrange parce que ils n'ont pas décrit de façon chronologique les faits tels qu'ils étaient décrits depuis le début, c'est-à-dire, souvenez-vous, au début de la disparition, on nous avait dit que, voilà, donc les grands-parents qui ont 10 enfants, il y avait, je crois, 8 ou 9 enfants qui étaient présents dans cette grande maison, dont Émile. Et puisque la mère d'Émile, hein, qui est la fille aînée de la fratrie, n'était pas sur place, ni la sœur, ni sa sœur cadette, je crois, qui était la deuxième fille la plus âgée. Donc ils étaient 8 ou 9 enfants. Et au tout début de l'enquête, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous avait dit qu'ils comptaient faire une randonnée ou une promenade, et que c'est à ce moment-là que Émile avait disparu, enfin qu'il ne le trouvait plus. Donc Émile qui aurait fait une sieste en début d'après-midi, qu'on aurait réveillé et qu'on aurait habillé. Ensuite, on nous a dit que finalement, c'était pas une randonnée, mais la famille devait aller réparer une clôture au niveau d'un pré où ils ont des chevaux, et que c'est à ce moment-là qu'ils auraient cherché Émile et qu'ils ne l'auraient pas trouvé. Et puis là, dans cette émission, c'est un peu différent, puisqu'ils indiquent en fait que aux alentours de 16 heures, enfin dans l'après-midi, le grand-père, accompagné de 2 de ses fils, donc les oncles d'Émile et Émile, seraient partis donc tous les 4 en voiture pour aller s'occuper donc de réparer la clôture d'un pré où ils détiennent des chevaux. Et toujours selon les dires entendus dans cette émission et qui n'avaient pas été révélés jusque-là, ils se seraient rendus compte en cours de route qu'ils avaient oublié certains outils. Donc ils auraient fait demi-tour, ils seraient retournés à la maison pour récupérer les outils, et donc c'est à ce moment-là qu'Émile aurait disparu. Donc il serait sorti de la voiture, et puis peut-être qu'il il aurait gambadé donc vers le lavoir, là où il y a un clapier à lapin, et là où les chiens perdre sa trace olfactive, et il aurait pu remonter ensuite vers cette fameuse cabane qui se trouve en haut du hameau. Et donc j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que au début il avait été dit que personne n'était parti en voiture, et que finalement là on apprend que s'ils étaient bien partis en voiture, mais que sur le trajet aller, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient oublié un outil, donc ils avaient fait demi-tour, qu'ils s'étaient donc garés chez les grands-parents pour aller chercher cet outil, récupérer l'outil, et c'est à ce moment-là qu'Émile aurait disparu. Donc assez bizarre finalement, ce revirement un peu dans la chronologie des faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, on en est toujours au même point. Là, il y a la piste criminelle, il y a la piste accidentelle. Pour l'instant, rien n'est privilégié. Il n'y a pas une piste qui est privilégiée par rapport à une autre. Donc, j'ai bien peur, hein, malheureusement, que on ne sache jamais la vérité sur ce qui est arrivé à Émile, ce qui est quand même assez aberrant. Je rappelle quand même que de multiples fouilles avaient été effectuées dès sa disparition, et que rien n'a été trouvé. Si l'enfant s'est égaré, comment expliquer qu'il n'est pas retrouvé en fait, qu'il n'est pas retrouvé? Et je vois mal un petit enfant de 2 ans et demi aller crapahuter sur un chemin forestier, faire de la randonnée. À la rigueur, ça aurait été une route plate, qu'il ait parcouru une certaine distance, pourquoi pas? Mais là, on parle d'un chemin, voilà, c'est en contrebas du hameau, donc on a une petite route de campagne, et ensuite on a divers chemins de randonnée
qui sont escarpés avec de multiples bifurcations. Donc comment expliquer que cet enfant aurait pu parcourir, aurait pu crapahuter comme ça dans un relief accidenté? Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas plus de sens non plus qu'on ne l'ait pas retrouvé à proximité. Si effectivement il s'était égaré, il aurait dû être théoriquement retrouvé assez facilement. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de l'affaire de la disparition d'Émile. Encore une affaire bien étrange avec tout un tas de zones d'ombre. Espérons que les enquêteurs arriveront à démêler cette pelote-là qui est assez complexe et donc déterminer ce qui a pu arriver à cet enfant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans la barre des commentaires, s'agissant de ces nouveaux éléments qui ne sont pas vraiment nouveaux. Enfin, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, mais voilà votre sentiment sur cette affaire, dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide pour l'algorithme, etc. sur YouTube, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.